Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous, amoureux du sport, fans de foot et fous de foot d'ici et d'ailleurs. Bienvenue pour le débat Sport Box. 4 sujets au menu de cette émission de Sport Box. La suspension du stade du 4 août par la CAF et les conséquences qui en découlent. La prolongation du contrat de Kamou Malo et les promotions de Oscar Barrow chez les locaux et la nomination de Bourema Zongo chez les juniors. Élection à la présidence de la CAF, l'heure des grandes manœuvres. Et l'élection également de Singapinda Jean-Yameogo à la tête de la zone 3 de Lac-Noir et l'échec de Alexandre Yougbaré à l'élection du secrétaire général de la Confégès, la conférence des ministres de la jeunesse et des sports. Pour le débat, je reçois sur ce plateau des éminents journalistes très imprégnés de la chose sportive. Il s'agit de Bassirou Sorgho, journaliste à la radio Légende. Bonsoir Bassirou. Bonsoir Modeste. Et puis nous recevons sur ce plateau Antoine Bationo du journal Le Pays. Bonsoir Antoine. Modeste, bonsoir et bonsoir à tous les téléspectateurs de la télévision nationale. Et pour la première fois sur ce plateau de débat de Sportbox, le grand GB, le monument. Bonsoir Gabriel Barois. Bonsoir. Vous êtes correspondant RFI au Burkina. Tout à fait. Voilà. Et puis Simplice Yen, rédacteur en chef du journal Sidoya Sport. Simplice, bonsoir. Bonsoir Jean-Modeste Oudraogo. Et nous aurons, messieurs, en ligne un de nos confrères de l'Algérie, Nazim Bessol, rédacteur en chef du journal en ligne Botola. L'actualité est dominée par la suspension du plus grand stade du Burkina Faso, le stade du 4 août de Ouagadougou. Une lettre émanant donc de la Confédération africaine de football est arrivée au siège de la Fédération burkinabé de football mardi après midi. Cette lettre suspend le stade du 4 août jusqu'à ce qu'il soit réhabilité. Les causes et les conséquences de cette décision seront débattues au cours de cette émission de Sportbox. Mais avant, suivons ensemble cet élément signé Jérôme Sendribego. La décision de la Confédération africaine de football de suspendre le stade du 4 août pour les compétitions internationales est tombée, sèche, mais pas surprenante. Depuis quelques années déjà, on savait cette infrastructure, fruit de la coopération sino-burkinabé, inaugurée le 28 juillet 1984 par le président Thomas Sankara, sous menace de suspension au regard non seulement de la vétusté de certaines de ses installations, mais aussi des nouvelles exigences de la FIFA pour l'homologation d'un stade. Il s'agit notamment de mettre des sièges assis dans l'ensemble des tribunes, de mettre 3 tableaux électroniques, de mettre les vestiaires au nom, d'avoir des bancs de touche au nom, de mettre 6 mâts de drapeau pour la compétition, la vidéosurveillance et maintenant disponibiliser la connexion Internet dans la tribune de presse et l'ensemble du corps, ce qui permet une certaine surveillance sécuritaire du stade. Fort de ce constat, le gouvernement avait alors décidé d'allouer un budget de 10 milliards de francs CFA pour la réhabilitation du stade du 4 août. Présentement, l'État a pu mettre à la disposition du département 4 milliards sur 2 ans, c'est-à-dire 2020-2021 pour la réfection. Il faut étudier comment prendre le minimum possible pour que les stades puissent être dans les normes pour pouvoir jouer les matchs à venir. Le programme de réhabilitation n'a pas eu le temps d'être élaboré et voici le meilleur stade du Burkina out. Les étalons devront se résoudre à recevoir leurs adversaires à l'extérieur. Et pour combien de temps? Je voudrais rassurer le public sportif que nous sommes en train de voir les dispositions à prendre pour permettre aux étalons de jouer dans de bonnes conditions. Il y a 2 choses. Nous allons certainement, pour répondre à la lettre de la CAF, délocaliser ce match. Je vous dirai très bientôt où le faire. Et deuxièmement, je pense que le gouvernement a donné son accord pour que le stade du 4 août soit rénové et mis aux normes. Le lieu du match du 29 mars Burkina-Soudan du Sud, comptant pour la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2021, n'est pas moins préoccupante. Dans l'urgence, la Fédération burkinabé de football devra déjà négocier un stade homologué et soumettre une proposition à la CAF dans les meilleurs délais. Il y a non seulement les étalons, mais vous savez qu'il y a Salitas aussi, qui a 3 matchs à jouer ici. Donc il y a toutes ces questions-là que nous sommes en train de voir. Mais je pense que demain, on verra. Abidjan, le Maroc, le Bénin, le Sénégal, on est en train d'investiguer partout. C'est dire que les 24 heures à venir ne seront pas du tout repos pour les autorités en charge du sport.
Jérôme Tsenrebego. En tout cas, cet élément nous permet de lancer le débat. Monsieur, quel est le sentiment qui vous a animé quand vous avez appris que le stade du 4 août était suspendu? On commence par Gabriel Baroua. Ben, écoutez, l'élément parle de lui-même. Hein. Depuis un certain temps, le Burkina Faso s'était vu notifier donc, de l'invalidité de son stade qui ne remplissait pas les normes. Et il fallait donc agir le plus rapidement possible pour essayer donc, de réhabiliter le site dans la perspective en fait, des éliminatoires de la CAN et de la Coupe du Monde. Et en plus, enfin, de toute compétition effectivement, qui engagerait les clubs du Burkina Faso. Comme vous l'avez entendu dans l'élément qui vient de passer, les autorités, effectivement, avaient pris la chose à bras-le-corps. Malheureusement, nous avons été dépassés, enfin, à la vitesse par la CAF qui prend la décision. Donc, elle n'est pas surprenante, mais elle est inopportune. D'accord. Tout simplement. On va revenir. Antoine, est-ce que pour vous, cette décision est surprenante? Est-ce que vous êtes surpris par cette décision? Non, pas du tout, dans la mesure où rien n'avait été engagé sur le plan pratique pour les premiers travaux de réhabilitation du stade du 4 août. Donc, il fallait s'y attendre parce que on se rappelle que c'est en février 2020. En février 2020 déjà que l'ancien ministre des Sports, pour ne pas dire le précédent, Daouda Zoupio, disait que la réhabilitation du stade exigeait un budget de 10 milliards de francs CFA. Et on a entendu tout à l'heure le AIG, c'est vrai, nous étions à la conférence de presse qui a évoqué la disponibilité d'un montant de 4 milliards sur 2 ans. En 2 ans, bon. Mais c'est vrai que 2020 et 2021. 2020 et 2021. Donc il fallait s'y attendre. Les matchs approchent, donc il fallait décider. Nous sommes en mars, il fallait prendre une décision. Rien n'avait été fait. Si nous avions, peut-être, si les moyens étaient disponibles, que nous avions depuis février, avec cette période de Covid-19 où il n'y avait pas de match, et nous avions entamé les premiers travaux, peut-être là, aujourd'hui, on serait en mesure de demander par rapport à ce qui aurait été fait, de pouvoir peut-être jouer certains de nos matchs sur place ou du moins jouer les matchs en attendant de tout terminer. Mais malheureusement, alors l'épée de Damoclès planait sur le foot burkinabé. On va dire que nous ne sommes pas surpris. D'accord. Alors, on va revenir un peu sur l'opportunité même de cette décision. On sait que juste à côté, dimanche, il y a eu un match délocalisé de la CAF au niveau donc, du stade du 4 août. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Est-ce que c'était vraiment opportun de prendre cette décision-là, Bassirou? Non, moi je pense que c'est vrai que ce n'est pas surprenant du côté de l'invalidation du stade, mais je pense que là où ça étonne, c'est que le stade du 4 août était déjà disqualifié avec la FIFA. La FIFA avait déjà notifié que les matchs FIFA n'allaient pas se jouer au stade du 4 août en juin prochain. On le savait déjà. Maintenant, au niveau de la CAF, la décision n'était pas véritablement absolue. De telle sorte que Raymond avait été obligé de venir jouer à Ouagadougou du fait que le stade de Bobo était véritablement disqualifié. Maintenant qu'ils sont venus pour peut-être avec ce match, le WAC contre cette équipe sud-africaine, le Kaizer Chiefs d'Afrique du Sud, peut-être que ce match a révélé davantage à nous de la réalité du stade et les commodités. C'est ce qui a certainement conduit à cela. Mais je pense que c'est une décision du moins qui me rend véritablement perplexe. Du fait que, simplement, si on suspend un tel stade, il faudra aussi que dans certains stades où on va jouer, qu'on regarde, quelquefois qui ne vaut pas le stade du 4 août. Pour vous, il y a de l'injustice quelque part? Une situation de 2 poids oui, de mon point de vue, lorsque Salita s'est allé jouer du côté du Gabon, dans un stade régional, de mon point de vue, ce stade il présentait des signes véritablement aussi qui méritaient d'être suspendus. Il ne faudra pas qu'on suspende certains stades et qu'on permette d'aller jouer dans d'autres stades. C'est ce que je veux dire. Il faudra que la CAF soit ferme sur toute la ligne.
D'accord. Alors Simplice, on sait que Sylvain Sport a fait en tout cas un sujet là-dessus, à la une même d'ailleurs, de votre parution d'octobre. Vous avez évoqué la possibilité en tout cas de la suspension du stade du 4 août. Vous avez tiré sur la sonnette d'alarme. C'est comme si vous avez prêché un peu dans le désert. Oui, effectivement, dans notre parution du 20 octobre 2020, effectivement, on a eu à produire un article là-dessus. Parce que, faut dire, c'est depuis le 7 février, depuis février 2020 que la FIFA a décidé, donc, lors d'une rencontre à Salé, au Maroc, je crois, que la FIFA a décidé de durcir le ton par rapport à la qualité de certains stades. Donc, la FIFA a été claire en ce moment, les stades vétustes seront disqualifiés pour les matchs de les éliminatoires de la Coupe du Monde en juin prochain. Effectivement, c'est ressorti dans l'article. On a en son temps rencontré le SG du ministère. Nous avons assuré que les études de faisabilité étaient déjà engagées, mais pas encore bouclées. Ils ont rencontré les commerçants installés tout autour du stade. Et il leur avait été notifié donc qu'ils doivent quitter les lieux au plus tard en décembre 2020. D'accord. Nous sommes en mars. Nous sommes en mars. On constate qu'ils sont toujours là. Donc les travaux en principe devaient débuter en janvier, normalement. C'est ce qu'on nous avait dit. C'est ce qu'on a écrit, c'est dans l'article. L'article est là. C'est ce qu'on nous avait dit. Ben, jusqu'à présent, rien. Bon, peut-être que c'est pas... on ne peut pas charger le gouvernement. Peut-être, faute de moyens, peut-être. D'accord, on va en venir. Oui. Mais est-ce que déjà vous comprenez la position de Bassirou qui estime que la CAF, en tout cas, devrait jouer franc jeu? Parce que si on doit appliquer les mêmes règles, je ne pense pas que dans la sous-région, à part quelques stades, en tout cas dans la sous-région, il puisse avoir un stade aux normes. Oui, bien sûr. Vous comprenez cette position-là? Oui, il a raison parce qu'il faut qu'on soit ferme voilà, sur les différents stades, sur les décisions. Il faut que la CAF et la FIFA soient fermes. D'accord. Voilà, parce que on ne peut pas comprendre que comme le stade régional de là où Salitas a joué à Libreville, ben, on a vu les images, bon, c'est pas un stade fameux, voilà, mais on reconnaît que le stade du 4 août a beaucoup de... Qu'est-ce qu'on reproche au stade, les gars, messieurs? Non, je pense que ce qu'on reproche au stade du 4 août, c'est non seulement... c'est vrai, les commodités. Les commodités, il faut le dire, quand vous allez dans certains stades qui ne sont pas extraordinaires, c'est en réalité les commodités. Quand vous rentrez dans les vestiaires, les joueurs, véritablement, les acteurs du football n'ont pas ce qu'il faut, comme ce qu'ils ont l'habitude de faire ailleurs, surtout dans le football professionnel. Mais je comprends aussi que nous avons un championnat ou un football qui n'est pas professionnalisé du bout des doigts. Parce que, pour ne pas dire le football, le sport de façon générale, je ne pense pas qu'il y ait un sport professionnalisé du bout des doigts ici. Donc c'est pour dire que les commodités, ça manque véritablement au niveau du stade du 4 août. Quand vous rentrez dans les vestiaires, la tribune de presse, vous ne pouvez pas, même quelquefois, quand les feuilles de match, pour en avoir pour un match, souvent les hommes de presse râlent pour avoir des matchs. J'allais dire des feuilles de match. Il faut aller au-delà du stade pour faire des photocopies. Voilà, véritablement, c'est les commodités. Et sans oublier encore qu'il y a, vous savez, pour le match Kaiser Chiefs contre le WAC, certainement, vous avez vu que pour ce match, on a interdit la presse locale. On a dit c'est la CAF qui s'est délocalisée, venue organiser son match. Le WAC. Le WAC du moins, voilà. Contre Kaiser Chiefs. Mais c'est la CAF qui a organisé ce match. Donc, c'est la CAF qui est venue avec tout son staff prendre le stade, j'allais dire, pour organiser le match. Et véritablement, pourquoi la question qui s'est posée d'abord à moi, c'est de savoir pourquoi ils ont choisi d'abord ici pour venir faire ce match. La question reste posée, pourquoi ici? Alors qu'ils savaient très bien que le stade du 4 août ne remplissait pas toutes les conditions. La décision n'était pas encore tombée, donc il y avait la possibilité de jouer le match ici, surtout que Salitas a joué ici
récemment. Et que même le WAC et le Kaiser Chiefs, le match a eu lieu. Ouais, mais ça veut dire que d'autres matchs encore pouvaient avoir lieu jusqu'à ce qu'on arrange. Alors, je voulais peut-être rebondir sur ce que... Très rapidement. Très rapidement, en parlant de certaines commodités, c'est vrai. Le match Salitas-Bougendi, c'est ça? Bougendi du Gabon. Bougendi Sport du Gabon. Mais vous, depuis un certain moment, vous allez au stade pour des matchs de compétition continentale ou chose. Vous n'avez pas droit d'entrer avec un bidon d'eau. Vous n'avez pas droit d'entrer, c'est un minimum. Mais vous savez, vous ne pouvez pas passer 2 heures à 3 heures de temps dans un stade sans quand même pouvoir vous rafraîchir. Et ça, déjà, ça manque. Et c'est une insuffisance, c'est une faille que nous avons. Et si on ne permet pas, on n'a même pas de petites salles où on peut s'en procurer. Une salle de presse. Il n'y a pas de salle de presse. On peut avoir un peu de croissant à la mi-temps, un café pour se remonter. Il n'y a pas le menu en dehors du salon d'honneur. Tous ceux qui viennent au stade ne peuvent pas... C'est-à-dire, si vous avez besoin de boire de l'eau, il faut aller au-delà du stade. C'est-à-dire, il faut aller au-delà de l'enceinte même du stade. Donc, ça, c'est déjà une faille quand on parle de commodité. Mais il a évoqué le cas de 2 poids 2 mesures. C'est vrai, il faut que nous soyons exigeants que si on dit effectivement nos stades n'est pas aux normes, mais ça veut dire que d'autres stades aussi ont été certainement, d'autres stades aussi sont passés à... D'accord. Simplice, avant que vous ne réagissiez, Barrois avait la parole, allez-y. Oui, tout simplement parce que une telle décision repose effectivement sur des arguments. Et les arguments, c'est quoi? C'est la sécurité dans les stades, c'est donc l'éclairage, parce que effectivement, il y a des dispositions pour la médiatisation des matchs. Puisque les matchs sont filmés et ça coûte beaucoup d'argent, à la FIFA. Donc la qualité des images doit être clean, et en cela, il faut effectivement que l'éclairage soit au top. Est-ce que l'éclairage au stade du 4 août aujourd'hui répond? Non, l'éclairage ne répond plus aux normes. Ça ne répond plus aux normes. Les matchs en nocturne, c'est difficile. Les matchs en nocturne, vous avez la silhouette, effectivement, en fait, des joueurs sur le terrain. Et ça, par exemple, en fait, ce n'est pas normal. Je pense en fait que ce sont toutes ces petites choses-là que la CAF a répertoriées et qui a permis donc le déclassement en fait du stade. Mais maintenant, c'est vrai, le stade du 4 août n'était pas le pire des stades. D'accord. Voilà, c'était pas le pire des stades, mais il faut reconnaître enfin que le stade avait besoin d'un coup de neuf, d'abord pour nous-mêmes, parce que quand je prends par exemple la tribune de presse devrait être équipée donc en Internet, et ce n'est pas le cas en ce moment. Parce que le journaliste enfin, qui vient travailler doit pouvoir exécuter 70% de son travail au stade. Tout à fait. Parce qu'il y a les commodités, il n'y a pas de salle de presse. Donc, il n'y a même pas une véritable en fait, salle de conférence. Tout à fait. Oui. Ça, par exemple, enfin, ce sont des commodités qui doivent accompagner aujourd'hui enfin, des stades qui doivent être ultramodernes. Parce que le Burkina Faso aspire à l'organisation de la CAN 2029. On ne peut pas prétendre organiser une CAN si on ne se met pas au goût, effectivement, en fait, des infrastructures qui doivent être aujourd'hui en fait de pointe. D'accord. Alors, la question que je me pose, y a-t-il eu une mission d'inspection? Parce qu'on sait qu'en septembre 2020, il y a eu déjà des suspensions du stade, notamment au nombre de 7, dont le stade Félicia. Alors, est-ce qu'il y a eu une mission d'inspection? Qu'est-ce qui s'est passé véritablement? Qui a fait le rapport et comment ça s'est passé? À notre connaissance, il n'y a pas eu de mission, j'allais dire, de prospection ou d'enquête. Je pense tout simplement que la CAF, ils ont pris cette décision à l'issue de ce match WAC Kaiser Chiefs. Ils sont venus organiser le match sur place. Ils ont noté véritablement des défaillances et ils ont décidé de suspendre le stade du 4 août. Mais qu'à cela ne tienne, je dis et je le répète, on reconnaît que le stade du 4 août présentait déjà des signes véritablement. Parce que le véritable problème, ce n'est pas
que le stade en tant que tel, la pelouse est là, elle est bien, en tout cas par rapport à d'autres pelouses qu'on voit. Mais les commodités à l'interne, véritablement, ça manque. Si vous êtes au stade du 4 août à l'heure actuelle là, et que véritablement vous voulez aller dans les toilettes, c'est désagréable. Alors que pour un stade, oui, alors qu'un stade de renommée internationale ne devrait pas présenter cela. Alors que si vous réunissez 40 000 personnes dans un stade et que véritablement ces 40 000 personnes doivent produire des déchets pendant un certain temps, véritablement il faut avoir les moyens de les absorber et de les mettre là où il faut mettre pour que véritablement le stade soit au top. Mais là, véritablement, la CAF, de mon point de vue, elle est très rapidement. Elle allait très rapidement parce qu'elle aurait pu au moins discuter avec les autorités, voir ce qu'il y a lieu de faire dans l'urgence, parce qu'il nous reste un match à jouer. KGSIF et WAC ont pu jouer, Salitas a pu jouer ces matchs. Ça veut dire tout de même que le Burkina qui avait déjà joué quelques matchs sur ce même stade, rien n'a changé jusque-là, c'est vrai. Mais le dernier match, quand même, on pouvait les jouer. Et puis, après le match, maintenant, on le ferme pour réhabilitation. Vous dites d'aller délocaliser. Certainement qu'on va y arriver. Certainement, ce ne sera pas honorable pour le Burkina d'aller jouer dans un autre pays. Parce que c'est exposer le pays aussi de la part de la CAF, alors qu'on pouvait trouver une solution pour résoudre ce problème. Alors, vous réagissez? Oui, oui. Avant qu'on ne passe la parole. Oui. Non, tout simplement, c'est vrai que la CAF est certainement allée très vite en besogne, parce que, comme on l'a vu dans l'élément qui est passé, les autorités, quand même, s'étaient mobilisées pour prendre le problème après le corps. C'est ainsi donc en fait que 10 milliards avaient été dégagés pour débuter en fait les travaux. Et je pense même enfin que les tenanciers autour du stade s'étaient vus signifier effectivement un déguerpissement dans la perspective enfin du début de ces travaux-là. Donc à partir de ce moment, peut-être que pouvait céder au compromis et permettre au Burkina Faso en fait de jouer enfin son dernier match contre contre le Soudan du Sud ici, parce que prochainement on va en Ouganda et puis on reçoit le Soudan du Sud enfin pour boucler donc les éliminatoires de la CAN 2021. Je pense enfin que la décision pouvait venir après ce dernier match et maintenant mettre la pression enfin sur le Burkina Faso pour la réhabilitation de son stade. Alors Antoine, comment on peut expliquer cette rapidité à prendre une telle décision? Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a une main invisible au regard donc, des élections qui se profilent à l'horizon? Est-ce qu'on peut penser comme ça? Bon, on peut spéculer longtemps, c'est vrai, mais tant qu'on n'a pas les arguments qui viennent pour dire que voici les raisons. Les raisons, on sait que c'est pour dire qu'il y a des insuffisances. Il y a des aspects, il y a un problème de commodité, il y a des normes sur lesquelles notre stade ne respecte pas. Dommage, c'est vrai qu'on parle de rapidité. On avait pensé plutôt à la FIFA au départ. On s'attendait à une sanction de la FIFA que celle de la CAF. Donc là-dessus, vous parlez d'élections en vue, ceci ou cela. Mais vous savez, on peut interpréter les choses et on aura toujours raison si on interprète de cette façon-là, dans la perspective que le Burkina se détermine, je ne sais pas. Mais il y a l'aspect évoqué par Bassirou Sorgho. Est-ce que le rapport du match WAC, Kaizer Chiefs, quelque part, n'a pas aussi, la CAF n'a pas tenu compte d'un certain nombre de choses dans ce rapport-là. Bon, on n'en sait pas trop, mais d'ici là, peut-être qu'on aura toutes les informations si, au niveau de la fédération, on cherche à savoir les raisons sur lesquelles la CAF s'est appesantie pour prendre cette décision-là. Mais, je dis, il était prévu que la décision plutôt vienne de la FIFA pour les matchs à partir de juin. Donc là,
que c'est la CAF aujourd'hui, on doit peut-être s'interroger et chercher à comprendre. Alors, oui, et peut-être ce qui est quand même un peu surprenant, c'est la rapidité avec laquelle on demande au Burkina Faso de se déterminer par 24 rapport à 24 heures pour décider où ils vont recevoir effectivement ces matchs-là. Bon, je pense enfin qu'il y a de la précipitation quelque part. Ça se décide pas sur un coup de tête parce que la fédération peut vouloir aller jouer dans un pays, mais il faut que les autorités donnent le OK parce que c'est question d'État à État. Donc là, ça peut bien plaire à la fédération d'aller jouer en Côte d'Ivoire. Le président l'a dit tout à l'heure dans l'élément, il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Bénin, il y a le Maroc, etc., le Sénégal, etc. Mais il faut tenir compte d'un certain nombre de facteurs, de paramètres, d'environnement et voir là où on peut aller jouer et ce qui va nous être peut-être plus profitable sur le plan d'abord de l'environnement. Et donc, 24 heures, c'est un peu trop. Vous avez suspendu, vous pouvez dire, on vous donne peut-être un délai de combien de jours? D'une semaine au moins pour décider, parce que c'est vrai, parce qu'il y a la programmation des matchs. La programmation a déjà été faite au niveau de Soudan. Contre le Soudan du Sud ici, on savait qu'on jouait, on avait donné l'heure et tout ça. Donc, on joue le 29. Voilà, et il faut changer tout ça. Salitas aussi, il faut changer. Donc, ça fait... Ça. Salitas se déplace d'abord. Ça va. Et reçoit par la suite. Oui. D'accord. Alors, on va aller un peu plus vite. Actuellement, on sait que les carottes sont cuites. De toutes les façons, ça va être difficile. Même s'il y a quand même quelques solutions qui sont envisagées, notamment écrire à la CAF pour demander quand même la clémence de la CAF. Et puis bon, d'aucuns parlent même de voir dans quelle mesure, voilà, vous l'avez dit, trouver d'autres terrains pour pouvoir donc jouer en attendant de réhabiliter le stade du 4 août. Déjà, combien de temps cela peut prendre pour réhabiliter le stade du 4 août? Vous savez, moi je pense plutôt que la question a dû être très certainement évoqué en Conseil des ministres aujourd'hui, parce que ça doit faire la préoccupation quand même des gouvernants. Donc si cela l'a été, on devrait s'attendre à une position officielle qui pourrait nous éclairer davantage par rapport effectivement à cette décision. Non, je pense que c'est que le doyen Baroua vient d'avancer. Pour le Conseil des ministres, je pense que le porte-parole du gouvernement a déjà annoncé que des consignes ont été déjà données au ministre des Sports pour que le dossier avance rapidement. Maintenant, avance rapidement, est-ce que véritablement, d'ici juin, on pourra avoir le stade du 4 août réfectionné? Parce que le véritable problème aussi qui est là, il y a un problème aussi de délai. Délai accéléré, lancer les marchés, les économistes savent comment il faut faire. Bref, il y a des procédures. Et encore que il faut commander du matériel. Il y a beaucoup de choses qui ne dépendent pas de nous. On peut vouloir tout faire en un laps de temps, mais vous savez qu'à l'international, il faut commander. Il faut commander du matériel. Il faut véritablement... Alors que véritablement aussi, il y a des questions de contingence. Et je pense que nous sommes aussi... C'est un pays organisé. Et je crois que la CAF, de mon point de vue, pouvait passer autrement que de passer par ce procédé. Mais dans tous les cas, comme c'est fait, peut-être que je dirais qu'à quelque chose, malheur est bon. Ça va nous amener à nous obliger à bien faire et à faire mieux et avoir de bons stades. Ça au moins, c'est sûr. Parce que c'est piquer un pays au vif. Et je pense que tout le monde va se mettre ensemble pour qu'on regarde ensemble dans la même direction. Cette suspension n'est-elle pas, en tout cas, la confirmation de l'échec de la politique sportive, mais aussi des infrastructures sportives au Burkina? Parce qu'on sait que quand même depuis 1984, après il y a eu d'autres stades, notamment le municipal et puis le stade Sangoulé, mais ce ne sont pas des stades aux normes. Et cette question des infrastructures, effectivement, chaque fois abordée, les infrastructures sportives surtout. Et quand on regarde par le stade du 4 août, ben, on n'a plus d'autres stades qui répondaient aux standards. Le stade Sangoulé. Mais à ce qu'on dit, le stade Sangoulé n'a pas été, les travaux n'ont pas été achevés pendant la CAN 98. Donc vous voyez, et après la CAN 98, on n'a pas achevé les travaux. Donc c'est vraiment, comme on vient de dire tout de suite, pour moi c'est une bonne pression en fait.
ça va nous obliger à se mettre aux normes. Voilà. Et à construire même d'autres stades, ouais. Voilà. Le Burkina a des ambitions quand même. Oui, construire d'autres stades, ou bien même réhabiliter. 2029, oui, réhabiliter. Les Jeux africains 2027. Jean-Marie, tu te rappelles du stade Aïyo, à Yaoundé, ah oui, un stade qui a été construit en 1972, oui. Mais pour le moment, ils ont réussi la réhabilitation du stade. Ah oui, c'est un beau stade flambant neuf, alors que c'est un stade de 1972. Voilà. Donc, pour moi, c'est une bonne pression. Le moment est venu il faut qu'on se mette au travail. Il faut qu'on ait une vision claire des choses. Parce qu'on ne peut pas développer notre football sans infrastructure. D'accord. Voilà, parce que quelque part, même si la réalisation des infrastructures constitue une préoccupation pour les autorités voyaient beaucoup plus les terrains dans les villages, donc à la faveur de l'indépendance tournante, alors que c'est sur les grandes infrastructures qu'il fallait miser. Parce que c'est les grandes infrastructures qui accueillent les compétitions internationales. Oui, là, Gabriel parle en misant sur les terrains à la faveur de la fête du 11 décembre. Mais là, c'est aussi un échec, un gros échec. On a vu les terrains, il n'y a même pas le minimum. C'est vrai que c'est bien de construire des terrains, mettre les gazons synthétiques. Là aussi, on a vu qu'il y a eu trop de ratés. Trop de gâchis. Donc, c'est-à-dire qu'il faut repenser la politique des infrastructures sportives. Je pense que quand on parle de priorité, même le sport aussi est une priorité dans le développement d'une nation. Et quand on développe les infrastructures sportives, aujourd'hui nous sommes fiers d'un certain nombre de sportifs, mais on oublie que ces sportifs, il faut les former, il faut avoir l'environnement, le cadre adéquat. Mais on ne peut pas rester là, être fier de savoir qu'on a un sportif qui peut qui brigue une médaille d'or aux Jeux Olympiques, et on est là, on ne fait rien pour avancer sur les infrastructures sportives, donc c'est dommage. Qui fait pitié, il faut mettre fin à ça. Voilà. On a compris. Alors, Jean-Modeste Ouedraogo, mais aussi au-delà du fait qu'il faut repenser la politique des infrastructures sportives, je pense qu'aussi qu'en repensant, il faut regarder les modèles. Parce que notre modèle de bâti n'est pas le bon en ce moment-ci. Le béton, je pense que ce n'est pas le bon procédé. On a vu les stades du côté de la Mauritanie, les stades de Nouakchott. C'est du préfabriqué. Et qui ne prend pas beaucoup d'espace. Quand j'écoute le ministre et que la CAF dit de mettre 3 tableaux électronique dans un stade. En Mauritanie, il n'y en a pas. Oui, il n'y en a pas, mais le stade est homologué. En tout cas, il faut faire quand même attention. Monsieur, non, c'est que je dis... C'est pas le bon exemple. D'accord. Mais pourtant, ce sont des projets financés, homologués par la FIFA. Sur ce terrain, oui, c'est financé et homologué par la FIFA. On va passer à un autre thème, mais avant, monsieur, quel pays pourrait dans l'urgence accueillir le Burkina? Très rapidement, quel pays? Moi, je pense tout de suite à la Côte d'Ivoire, c'est tout juste à côté. Si le Niger remplit les conditions, c'est la capitale la plus proche du Burkina, donc on pourrait y aller. Bassirou? Non, je pense que le Burkina Faso a l'embarras du choix. Ah oui, il y a le Niger, il y a le Ghana, il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Maroc. Pourquoi pas? Antoine Bationo? Moi, je pencherais pour la Côte d'Ivoire parce que, en tenant compte de plusieurs paramètres, nous serons plus à l'aise. Quel que soit ce que les gens m'ont dit. La Côte d'Ivoire, pour moi, ils ont un bon cadre, un beau stade, c'est bien. Une communauté. Il y a beaucoup de choses qui nous lient, sur le plan politique, sur le plan historique, sur le plan géographique, sur le plan même du sport, sur le plan même du football. Nous avons 2 fédérations qui sont en partenariat, qui ont beaucoup de facilité. Merci beaucoup, messieurs. Je sais que le sujet est passionnant, mais on a tellement de thèmes à débattre, donc il faut qu'on passe à autre chose. Et puis, nous apprenons ce jour même la reconduction du sélectionneur national des étalons, Kamou Malo, pour une durée de moins 1 an. Oscar Barreau, précédemment sélectionneur des étalons U20, est promu sélectionneur des étalons locaux, et Bouré Mazongo, ancien international burkinabé et ancien entraîneur du RCB et de Raimo, promu lui aussi sélectionneur des étalons juniors. Messieurs, déjà, selon vous, la prolongation de Kamou Malo est-elle logique ou pas? Ben oui, Kamou Malo, c'est tout à fait logique parce qu'il avait... lors de son recrutement,
il avait obligation de qualifier le Burkina Faso pour la CAN 2021. D'accord. Retardé par le Covid-19, les éliminatoires n'ont pas pu se jouer dans les délais. Donc, à partir du moment où ça continue, je pense enfin que ça a été totalement logique de le reconduire tout simplement. Bassirou? Oui, je pense qu'il n'y a pas lieu de changer. À ce moment, il ne reste que 2 matchs. Et je pense qu'il est à 2 matchs de Cameroun 2022. Donc je pense que c'est beaucoup plus sage de laisser Kamou Malo continuer véritablement son aventure, et qui est de qualifier véritablement l'équipe pour Cameroun 2022, comme je le disais tantôt. Et aussi, ça va lui être aussi une grande expérience. Dans son background aussi, d'avoir qualifié une équipe nationale à une phase finale d'une Coupe d'Afrique des Nations. Je pense que c'est logique à ce niveau-là. Antoine? Ben, pas grand-chose à redire. Hein. C'est surtout que les étalons sont bien partis pour se qualifier. On joue le dernier match, on reçoit pour le dernier match, même si on ne va pas jouer à Ouagadougou. Mais je ne veux pas ici dire que c'est un adversaire qui est prenable, mais je dis que nous avons battu cet adversaire chez lui. Donc, quelque chose, nous serons en principe, le Burkina devrait passer ce tour. Et donc, je crois que la fédération est dans une logique, et dans une dynamique de continuer avec lui, c'est normal. Je crois que c'est bien, et que maintenant, il est encore plus esprit dégagé, parce qu'il sait maintenant qu'il poursuit. Parce que rappelons que le contrat était... Voilà, donc à quelle sauce il serait mangé tout ça. Surtout qu'en plus, il est superviseur des équipes nationales. Mais là, c'est déjà bon, donc il continue, on se qualifie, nous sommes bien partis pour nous qualifier, on se qualifie, il continue vers la CAN, et puis à la Coupe du Monde, il continue, et puis on verra bien la suite. Alors Simplice, Kamou Malo est-il toujours l'homme de la situation? Oui, bien sûr, c'est difficile de ne pas reconduire un entraîneur qui... il nous reste 2 matchs. Donc une décision contraire allait être... bon, je sais pas, c'est difficile de ne pas lui renouveler la confiance. Et puis il est moins cher en plus. Oui, bien sûr, un local, ben, ça va... oui, bon. Bien sûr. Bon, par rapport aux expatriés, quand même. Bon, écoutez, nous avons aussi l'expertise nationale. On ne va pas voir les choses sous ce tango. D'accord. Alors, on va le dire après. Oscar Barreau, fraîchement rentré donc de la CAN U20, se voit confier les locaux. Là aussi, on va dire, c'est une surprise pour vous? Simplice? Vous êtes surpris? Oh, bon, pas une grande surprise, mais bon, pour moi, Oscar Barreau est un technicien compétent. Il a fait ses preuves, pour moi, il a fait ses preuves avec les juniors. Il connaît bien le Faso Foot. Il a été champion avec 2 clubs, le Bobo Dioulasso, le RCB et la SFB. Donc on sait que bon, c'est des clubs qui n'ont pas de gros moyens, mais il a réussi quand même à faire de très bons résultats avec ces clubs. Donc avec les locaux, pour moi, il est peut-être l'homme de la situation. Il connaît bien le Faso Foot, il connaît bien les joueurs. Et c'est un bon choix pour moi. Antoine, est-ce qu'il n'était pas plus judicieux que Oscar Barreau prenne par exemple les espoirs, vu que bon, les gamins qu'il a conduits en Mauritanie vont passer donc de junior à espoir? C'était plus simple de garder quand même l'homogénéité du groupe. C'est vrai, mais je crois qu'aujourd'hui nous avons une certaine difficulté à gérer cette catégorie-là des espoirs. On voit que ça flotte beaucoup, on ne sent pas trop cette catégorie, donc il y a problème. C'est-à-dire que pas beaucoup de matchs, parce que c'est vrai, on n'a pas les moyens, parce que ces pays de l'Afrique du Nord arrivent à mieux gérer les équipes espoirs ou certains d'autres pays, parce que quand il y a les matchs date FIFA, les espoirs jouent. Mais nous, c'est ce qu'on ne fait pas jusqu'à présent. Je crois qu'il faut qu'on y pense. Et là, par rapport à la politique de la relève, parce qu'après les juniors, c'est vrai, il y a les espoirs avant d'arriver à jouer. Mais les locaux, comme il est... Et ça n'empêche pas, ça ne l'empêche pas. Parce que moi, je le voyais beaucoup, depuis longtemps, je voyais peut-être Oscar Barreau prendre les locaux. Hein. Je le voyais, c'est vrai, après, il a été nommé à la tête des juniors, où il a fait des bons résultats quand même, médaillé d'or aux Jeux africains. C'est vrai qu'en Mauritanie, ce n'est pas allé loin, dommage. Mais il était à l'UFOA, il a fait un bon résultat, finaliste. Mais je le voyais pour ce qu'il a fait sur le plan local, avec les clubs,
où il est bien imprégné, il connaît beaucoup les réalités. Je le vois, c'est vrai, au départ, il y a quelques années, comme entraîneur des locaux, en entendant peut-être d'avoir les espoirs et peut-être de progresser. Mais je crois qu'il faut prendre ça comme ça et dire que c'est un homme c'est un bosseur, un technicien chevronné qu'on connaît, un battant, un gagneur, comme beaucoup d'autres. Il peut nous apporter un plus. Maintenant, qu'il faut attendre les éliminatoires l'année prochaine ou en fin d'année, d'ici la fin de l'année pour le prochain CHAN. D'accord, donc il peut déjà travailler parce qu'il y a le championnat qui se déroule. Il est déjà dedans, coach déjà. De la CFB, d'accord. Voilà. D'accord, on ne va pas trop s'attarder là-dessus. On va passer à autre chose. Oui, Bourema Zongo, formateur à Raimo. Voilà, donc, et puis bon, lui aussi, il a fait ses preuves. Hein. Il a remporté un titre aussi, avec Raimo. Où il a travaillé les gamins pour monter avec eux. Donc, je crois qu'il il est dans son milieu, il est dans son environnement. D'accord. Donc, c'est bon pour lui. Et c'est encore la valorisation de l'expertise nationale. Tout à fait. Et puis les élections à la présidence de la CAF, c'est pour le 12 mars prochain. 4 candidats sont en course pour briguer l'instance suprême du football africain. Il s'agit de Patrice Motsepe de l'Afrique du Sud, Augustin Senghor du Sénégal, Jacques Anouma de la Côte d'Ivoire et Ahmed Yahya de la Mauritanie, qui va présider aux destinées du football africain pour les 4 prochaines années. Violente question, j'ai envie de dire, même si, messieurs, on apprend qu'il y a eu donc un accord entre les candidats, enfin, entre 3 candidats à Rabat, au Maroc, récemment. Et Jacques Anouma qui va faire cavalier pratiquement seul. Que pensez-vous déjà de cette élection du 12 mars et la campagne et tout ce qui entoure donc cette campagne-là? Non, je vais me jeter, en tout cas, je crois que le doyen va me l'accorder. Non, je pense que c'est une élection qui est très très difficile, hein. Il faut le dire, ça montre à quel point l'Afrique est importante pour d'autres enjeux. Parce qu'il faut dire que l'élection au niveau de la Confédération africaine de football, c'est une élection qu'on voit venir, mais en réalité, les grandes manœuvres en réalité prépare l'élection à la tête de la FIFA. En 2023. En 2023. Je pense que l'Afrique, pour la FIFA, est un réservoir qu'il va falloir manœuvrer pour conserver et garder, pour non seulement faire appliquer des programmes par la suite, mais aussi s'assurer de la tête de la FIFA. Et je n'ai pas pour rien que Gianni Infantino ne quitte pas l'Afrique depuis un bout de temps, en jet privé. Il se balade du sud, du nord, à l'est. En tout cas, c'est l'une des élections avec le président de la FIFA qui a le plus voyagé pour justement préparer son poulain pour qu'il soit élu au soir du 12 mars prochain du côté de Rabat. Donc je pense que cette élection véritablement nous montre encore que l'avenir du monde du foot se joue en Afrique en ce moment. Alors même, ce qui est dommage, c'est vrai, il a évoqué le cas de Gianni l'homme qu'on connaissait pour le tirage au sort à l'UEFA, qui a eu cette chance-là de présider la FIFA parce que son patron a été condamné, a été suspendu, Michel Platini. Alors, Joao Havelange, que nous avons connu après, ne l'a jamais fait. Même Zeb Blatter, qui voulait beaucoup avoir les voix de l'Afrique, ne l'a pas fait. Gianni Infantino le fait. Que cherche-t-il exactement sur le Moi, continent? ça me rappelle un peu la veille des indépendances. Quand le général de Gaulle se baladait de capitale en capitale pour nous donner l'indépendance, voilà Gianni Infantino qui se balade de capitale en capitale, tapis rouge, il rencontre nos chefs d'État, il dit ce que lui... L'accès au salon feutré. Oui, il dit ce que lui, il a pour le football africain et qu'il a le candidat, le profil idéal. C'est lui qu'il faut choisir pour gérer notre football. Et nous avons des présidents de fédérations. Vous avez aujourd'hui, moi j'ai appelé certains présidents de fédérations, quand je leur demande même qu'une ou deux, trois questions, non, pour l'instant je ne veux pas parler à l'international. C'est dit que pour dire en griffe, comme on dit dans nos jargons, ça mouille partout. On a peur de parler parce qu'on va se faire flinguer par Gianni Infantino. C'est dit qu'il y a comme ce qu'on appelle dans le langage de la mafia sicilienne qui s'est installée dans notre football sur le continent, parce que celui qu'on veut imposer, on va l'imposer par la force des choses, on va faire ce qu'on veut, vaille que vaille, que ça vous plaise ou pas, c'est lui qui doit diriger le football africain. Est-ce que vous êtes d'accord avec Antoine qu'il y a comme une sorte de mafia dans le football africain?
Gabriel Baroua. Avec la venue de Gianni Infantino, moi je dis c'est lui qui a imposé... Écoutez, moi j'aurais un langage peut-être beaucoup plus tempéré. D'accord. Pour dire tout simplement que ce que l'on a pu remarquer, c'est qu'il y a eu une très forte implication de la FIFA dans ces élections qui se profilent pour très prochainement. Pourvu, et surtout qu'on nous parle en ce moment d'un consensus avec déjà la composition, la tête forte du gouvernement du football. Mais pourvu si... Je ne sais pas où, quand est-ce un consensus a marché, même en politique. Voilà. Ah non, j'ai jamais... D'accord, Antoine, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Tout simplement. Je vous donne 2 ans pour le consensus. Antoine, s'il vous plaît. C'est pour vous dire tout simplement que si ça ne tenait qu'à moi, il fallait laisser les gens aller aux élections. Mais dès lors que le président de la FIFA s'est impliqué et a trouvé un consensus, pourvu que ce consensus-là n'infantilise pas le football continental. Ce dont j'ai bien peur. Alors, non, moi je pense que le problème de l'intervention de Infantino, de la FIFA en Afrique, ça n'a pas commencé maintenant. C'est depuis l'élection de Ahmad Ahmad. Comment Ahmad Ahmad a été visible maintenant. Oui, même avant c'était visible, peut-être que nous. Mais pas quand Ayatou était président de la CAF. Pas quand Ayatou était président de la CAF. Non, quand Ayatou était président de la CAF, il était difficile pour un président de la FIFA d'imposer sa vision au football africain ou de venir sur le continent et dire ce qu'il veut, tant que le président Ayatou était là. S'il vous plaît. Le président Ayatou était tellement fort, mais pour sauter le verrou de Ayatou, qui l'a sauté, c'est Infantino avec la COSAFA en Afrique du Sud. Ils sont allés au Zimbabwe que pour une fête de cette fédération zimbabwéenne. On me fait signe que Nazim Bessol est en ligne depuis l'Algérie. Il suit le débat. Nazim, bonsoir. Bonsoir Jérôme et bonsoir à tous les invités et plus largement... C'est Jean-Modeste Ouedraogo sur le plateau. Alors, Nazim, qu'est-ce que vous pensez de la présence de Gianni Infantino sur le continent et qui a accès à tous les salons feutrés à quelques jours des élections? Écoutez, moi je pense que avant tout c'est une leçon de réalisme politique de la part du président de la FIFA qui, rappelant, interdit toute ingérence politique, mais pour, entre guillemets, gérer les affaires de la FIFA ou de la CAF, on se permet d'aller voir plusieurs chefs d'État. Ça veut dire que c'est déjà là, il y a un petit souci, surtout que c'est pour influencer la prochaine élection. C'est un comportement qui ne devrait pas exister, qui ne peut pas être accepté ou acceptable, mais aujourd'hui le fait est que il n'y a plus de voix pour, on va dire, ne serait-ce qu'au sein de l'Assemblée Générale de la CAF, pour dénoncer ça de façon claire et limpide. Aujourd'hui, tout le monde parle en off. Les principaux votants, les principaux présidents de fédération, beaucoup se plaignent de ce comportement, mais quand il s'agit de valider la feuille de route, tout le monde se met, on va dire, sur la même ligne que celle dressée par la FIFA. Alors, est-ce que vous savez ce que Gianni Infantino cherche exactement? Est-ce qu'il a un candidat? Écoutez, le candidat, moi, il y a peut-être 1 mois et demi, 2 mois, et depuis le début, dès que le candidat sud-africain Motsepe s'est révélé, l'analyse objective voulait qu'un tel profil ne rentre pas, si vous voulez, dans une telle élection pour faire le lièvre ou pour se retirer à la fin. C'était clair que la puissance financière qu'il a, l'erreur. D'accord. Alors, on parle de plus en plus de 3 candidats qui ont eu à faire un consensus. Est-ce que vous croyez déjà à ce consensus-là? Et puis, que pensez-vous de Jacques Anouma qui fait cavalier seul finalement? Voilà, Nazim est parti, il va nous prendre un coup. Voilà. Ce consensus-là, j'aurais préféré que d'abord, on travaille à faire en sorte que les candidats de l'Afrique de l'Ouest puissent trouver un consensus d'abord
avant de chercher à aller vers le Sud-Africain. Mais qu'on prenne nos candidats en Afrique de l'Ouest et qu'on dise d'aller faire un consensus avec de l'Afrique du Sud, il y a quelque chose de malsain dans ce qu'on est en train d'entreprendre. Moi, on aurait pu réunir les 3 candidats en Afrique de l'Ouest et dire qu'il faut vous entendre. Quel profil peut aller affronter le Sud-Africain? Et on y va. Mais qu'on les prenne, aller s'asseoir avec le Sud-Africain, mais ça dit que le candidat Gianni Infantino veut imposer son candidat qui est le Sud-Africain. Et là, ce serait plus facile pour lui d'imposer sa vision qu'il a pour le football africain. Vous savez quand les problèmes d'Ahmad ont commencé au Maroc en février 2020, lorsque Gianni est venu à faire son discours en disant que pour que la CAF ne génère pas beaucoup d'argent. Et lui, il faut la CAN tous les 4 ans. Et il va entrer une forte ligue, une ligue des clubs. Antoine, mais ça n'a pas plu à certains dirigeants de là. Il a voulu même d'accord, laissez Bassirou aussi réagir. Je comprends bien ce qu'Antoine dit, mais il faudra comprendre que cette élection, je le dis et je le répète, ça prépare déjà l'élection au niveau de la FIFA. Alors que, au niveau de Gianni Infantino, contrôler 54 voix, c'est déjà prendre de l'avance sur les prochains candidats au niveau de la FIFA. D'accord, Nazim est toujours en ligne. Nazim est là? Oui, Nazim est là. Alors, Nazim, dites-moi actuellement quelle est la tendance en Afrique du Nord, vous qui êtes très bien introduit dans le milieu sportif et footballistique en Afrique. Alors, c'est toujours le statu quo. Oui, Bassirou, vous avez la parole. Oui. Chaque candidat a au moins 2 ou 3 pays qui sont derrière le candidat. Vous prenez par exemple Motsepe. Motsepe a la COSAFA derrière lui. En plus de la COSAFA, il y a le Nigeria qui est derrière lui. Il y a la Sierra Leone qui est derrière lui. Vous prenez... Les pays qui sont déclarés officiellement. Oui, déclarés officiellement. Au moins 2 ou 3 pays déjà qui sont déclarés officiellement derrière chaque candidat. Et c'est tout que les 4 candidats, on en parle, mais on ne regarde pas comment on a détruit Ahmad Ahmad. Comment Ahmad Ahmad a été détruit? C'est la première fois qu'un président d'une confédération, d'un continent, a été humilié. C'est une humiliation. Arrêté et emprisonné en France. C'est une humiliation en quelque sorte. On le vient, on l'empêche de se présenter. Mais je dis que les problèmes d'Ahmad ont commencé en février 2020. Quelqu'un qui peut faire, justement, si les problèmes d'Ahmad Ahmad peuvent commencer là, et que véritablement même, vous savez qu'Ahmad Ahmad était au Cameroun. Oui, parce et lorsqu'il est venu au Cameroun, mais il y a lors du Chan. Lors du Chan, il y a ses pères même qui ne voulaient pas qu'il s'approche encore. Ça veut dire que Gianni Infantino est bien parti pour sur l'autoroute, véritablement pour aller avoir ce qu'il veut. Ouais, c'est comme Ahmad, donc on commençait en réalité en juin 2019, quand il a été, il était interpellé en France. Voilà, emprisonné. Voilà. Et vous avez Motsepe, vous avez Ahmed Yahya, les 2 candidats qui encadrent en général, qui, justement, Infantino. Si Ahmed Yahya, en réalité, pour ce qu'on croit bien avoir... Vous étiez en Mauritanie, vous avez parlé avec Ahmed Yahya, vous avez échanger avec lui. Ahmed Yahya et Motsepe semblent filer le bon coton en direction de Infantino. Non, ce sont les choix sans le filer, il faut dire les choses, ce sont les poulains, ce sont ces poulains. Bien sûr. Voilà. Non, là ce sont carrément les poulains. Et Motsepe. Non, je vais vous expliquer, je vais dire quelque chose. Mais comment comprendre que Ahmad Ahmad, aujourd'hui, ne soit pas soutenu par l'ensemble du comité exécutif au fin de la CAF? Oui, il y a une division à l'intérieur. Oui, il y a une division à l'intérieur. Oui, mais les choses fonctionnent toujours comme ça. Vous savez que quand Infantino est venu faire son discours à Rabat en 2020 et qu'il voulait faire reconduire Fatma Samoura pour 6 mois encore dans la gestion des réformes au sein de la CAF, mais il y a des présidents des fédérations qui ont dit non, ça suffit. Nous avons des compétences sur le continent. Donc on a accepté 6 mois, ça c'était... On regrette d'avoir accepté les premiers 6 mois, mais ça suffit, il faut qu'on arrête. Alors, et Ahmad n'a pas aimé, il a quitté la réunion sans dire au revoir à qui que ce soit et il est parti à l'aéroport. Parce que là,
il a compris qu'il s'est dit que, mais attention, Ahmad me défie, donc je vais et c'est la commission du règlement de compte, on a compris. Alors Antoine, la question, Bassirou, actuellement, le candidat Jacques Anouma séjourne au Burkina. Alors, il a entrepris depuis un certain temps, en tout cas des voyages, on va dire certains balais diplomatiques pour essayer quand même de dégoupiller certaines situations. Quelles sont les chances de l'homme, très rapidement? Pour moi, oui. Jacques Anouma, je pense qu'il a sa chance du fait qu'il a été ancien président de la Fédération ivoirienne de football. Il connaît le milieu, c'est un homme d'expérience. Il a 69 ans. Justement, ces 69 ans plaident en défaveur de Jacques Anouma. C'est la limite d'âge, puisqu'à 70 ans, on ne peut plus se présenter. Donc Jacques Anouma joue sa dernière carte au niveau de l'élection à la tête de la CAF. Donc c'est la dernière chance, on a envie de dire. Donc si Jacques ne passe pas cette fois-ci, il ne passera plus jamais. D'accord, on a compris. C'est difficile pour lui parce que Jacques Anouma ne sera pas face à 3 autres candidats, mais face à la FIFA. Comme je le dis. D'accord. Et face à la FIFA, il pense c'est une machine. C'est une grosse machine. D'accord. Antoine, très rapidement. Bon, c'est vrai que parce qu'on a passé les temps, par rapport aux qualités, l'homme, il en a pour diriger la CAF. Maintenant, il y a les réalités du terrain avec tout ce qui les grandes manœuvres avec à la tête Gianni Infantino. Mais le 12 mars, si Jacques va jusqu'au bout, il a bien envie d'aller jusqu'au bout. Et il a tourné pour essayer d'en parler à certains présidents de fédération, convaincre et voir un peu comment ces derniers seront en phase avec lui pour voir s'il faut continuer la bataille, parce qu'il faut voir sa base, si ça tient. Et puis après, il verra bien comment, mais il a bien envie d'aller jusqu'au bout. Merci. Et en se disant que les élections sont ce qu'elles sont. Merci Antoine. Et merci ceux qui doivent voter. D'accord. Oh, d'accord. On l'a compris. On l'a compris. Messieurs, s'il vous plaît, on va passer à notre sujet, la 38e conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports, tenue la semaine dernière à Ouagadougou, a livré son verdict. Et c'est la Camerounaise Luisette René Toby qui est élu secrétaire général pour un mandat de 5 ans. Le candidat du Burkina Faso, Alexandre Yougbaré, a échoué. Que s'est-il passé très rapidement? Est-ce que vous comprenez cet échec d'Alexandre Yougbaré? Non, moi je dirais tout simplement que les dés ont dû être pipés bien avant. Parce que j'ai consulté le cahier d'Alexandre Yougbaré et j'ai trouvé qu'il avait un très bon profil. D'accord. Et Alexandre Yougbaré a été non seulement pendant ces 6 dernières années le responsable en charge des programmes de la Confégès. Ça veut dire qu'il avait une très grande connaissance de la maison. Et si pendant 6 ans, il s'est illustré à ce poste-là, il avait effectivement des chances réelles de pouvoir s'imposer. Malheureusement, à la fin des courses, c'est la Camerounaise qui a été sollicitée. Mais moi, je pense tout simplement que le choix était fait par avance. Il a été sacrifié. D'accord. Oui, Antoine. Il faut reconnaître, pour avoir suivi un peu, il faut reconnaître que le mérite des autorités burkinabées qui se sont battues, pour faire... Alexandre a vraiment eu le soutien des autorités. Oui, il a eu des soutiens. Il faut le dire franchement, il a eu le soutien des autorités burkinabées. Ça, j'ai suivi un peu. Et j'ai vu même à l'extérieur ce que même les plus hautes autorités ont fait, qu'on ne va pas dire que rien n'a été fait. Mais moi, personnellement, suivant un peu ce qui s'est passé à Ouagadougou, la candidature du Burkina, je veux dire qu'elle est tombée à un mauvais moment. Je m'explique. C'est la seule dame qui était candidate. Elle était, si c'est sur le profil, elle était l'adjointe d'Alexandre Yougbaré sur les 3 dernières années à la Confégès. Donc ça veut dire qu'Alexandre Yougbaré avait pour ne pas dire le meilleur profil. Oui. Alors, l'Afrique de l'Ouest, depuis que la Confégès existe, les secrétaires généraux n'ont été que ceux de l'Afrique de l'Ouest. 3 Sénégalais
un Ivoirien, un Nigérien. Antoine, on pourra pas aller jusqu'au bout. C'est ce qui fait que on pourra pas aller jusqu'au bout. Et l'aspect genre a pris le dessus. D'accord. On sait aussi que la secrétaire générale de la francophonie, on sait d'où elle vient. C'est une dame. Merci beaucoup. Alors, Jean Yaméogo, Antoine, Jean Yaméogo, lui aussi est élu à la tête de la zone 3 de Lac-Noir, l'association des comités nationaux olympiques d'Afrique. Il intègre du même coup le comité exécutif de Lac-Noir. Et puis là, c'est qu'on va se poser comme question, qu'est-ce qui constitue, qu'est-ce qui fait la force de Singapina Jean Yaméogo? Parce que ça a été fait sans tambour ni trompette, et puis comme ça, bon, on apprend qu'il a été élu. Ce qui fait son nom, on dirait que ça s'est passé dans... Ce qui fait sa force, je pense d'abord que ça... C'est par visioconférence. Oui, sans trop de bruit. Non, je crois que Singapina Jean Yaméogo tire sa puissance même de son nom. Je pense. D'accord. Et si vous avez constaté... Son nom signifie? Oui, son nom Singapina, ça veut dire qu'il commence tôt. Il a commencé tôt. Si vous avez vu qu'au niveau de sa reconduction, au niveau du CNOS B, ça n'a pas posé problème. Parce qu'il avait un programme et un projet visible. Il a bâti véritablement des infrastructures et il a encore en charge un programme de construire, je pense, un hôtel du sportif. Je pense. Il a beaucoup de projets et il a pu ficeler durant les 4 dernières années. C'est un homme du sérail. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci donc à vous, messieurs. Merci. C'est terminé pour ce soir. Nous étions avec Antoine Bationou de l'édition Le Pays et bien évidemment Simplice Yen, rédacteur en chef du journal Sidoya Sport, et notre grand frère, le GB. Voilà, et Gabriel Barois, correspondant à RFI, et bien entendu Bassirou Sorgo, journaliste à la radio Légende. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur la RTB pour un autre numéro de Sportbox. En attendant, la rediffusion, c'est pour ce vendredi à partir de 10h, temps universel. Sportbox, ça boxe toujours.